Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 1er novembre 2022. Ah, une journée exténuante encore aujourd'hui, où je n'ai eu guère le temps pardon, d'ouvrir un livre. Alors parfois, il m'arrive de saisir au vol une phrase comme celle-ci de Chalamov, toujours Chalamov, décidément, qui écrivait à Boris Pasternak: la poésie, je la considère depuis toujours comme la conversation que l'homme tient avec l'univers dans une sorte de troisième langage qu'ils comprennent l'un et l'autre, bien que leur langue maternelle soit différente. Je vous ai raconté qu'en plein milieu de la nuit, 4 heures du matin, m'arrive de me rappeler que la planète est un vaisseau spatial, que l'aventure humaine, l'existence, a partie prenante avec le cosmos, que nous sommes faits d'étoiles, de poussière d'étoiles. Et je m'amuse, peut-être est-ce ce que Freud appelait le sentiment océanique, mais il m'arrive de me perdre et même de voir ma conscience se dissoudre dans le grand tout. D'imaginer les premières lueurs de l'univers, la soupe, le bouillon primordial, 13 milliards et demi d'années. 13 milliards, un chiffre à l'échelle humaine. Il y a des milliardaires sur Terre. Nous sommes déjà quelques milliards d'habitants. Et je pense que lors de ma naissance, nous étions 4 milliards. Et depuis que je suis né, eh bien, la Terre s'est recouverte d'hommes. À un point où il n'y a plus aucun endroit où l'esprit humain peut s'épanouir. Il ne peut que s'épanouir avec les œuvres de l'esprit, je pense. Alors oui, peut-être je communique avec l'univers, peut-être pas, mais je pense que oui. Je pense que cette troisième langue, eh bien, nous la portons en nous nous la portons en nous, et nous avons des existences qui sont par trop horizontales. Et je pense que l'existence, elle est au croisement de la verticalité. Au fond, une vie réellement vécue, c'est à la fois une vie horizontale et une vie verticale, et qui est un entrecroisement entre les deux. Alors, je vais vous montrer des livres. Je vais vous les montrer simplement. Un livre dont je me suis porté acquéreur hier lors d'une petite transaction. Il est autographié, mais comme je connais la personne qui m'a vendu le livre, alors je vais omettre le nom de la personne. Et j'ai cru comprendre, parfois, cette personne m'a dit qu'elle l'avait connu. J'ai pas osé demander si elle l'avait connu intimement. Mais dans certaines phrases, on peut entendre les allusions, ce qui n'a pas été dit. Il faut avoir l'oreille fine. Ai-je entendu ça ou j'ai imaginé ça? Alors donc, c'est Frédéric Jacques Temple, poème américain, publié chez Jacques Brémond. Et Frédéric Jacques Temple a eu une correspondance avec Henri Miller. Il était proche d'Henri Miller même. Et si ma mémoire est bonne, c'est un poète du sud-ouest de la France. Et la première partie, en fait, il y a une suite américaine. Alors c'est le poème américain. Et tous sont offerts à d'autres poètes, comme à Olivier Lafargue ou à Laurent Carrière, ou à Blaise Cendrars, ou à Bérénice et Maurice Eaton, ou à Kenneth Nolan. Mais la deuxième et dernière partie, elle est consacrée elle est offerte à des poètes québécois.
et le premier de tous, à Gaston Miron. En marchant vers le mont Tremblant, je suis lac, je suis mélèze, je raquette, je harfange, je portage, j'épinette, je boucane, je castor, je saumonne, je traînaude, jomble, je truite, j'ours, j'orignale, je mironne, je huronne, je rondine, j'érablise, je Québec. Le cœur en fête, je marche, là est le sud aussi. Alors, ce que je constate, c'est que oui, peut-être, en fait, le livre n'a pas été coupé. Alors, peut-être est-ce le fruit de mon imagination que d'imaginer une liaison, ou peut-être ça s'est terminé abruptement et la personne qui possédait le livre n'avait pas envie de s'avancer plus loin dans ces terres de poésie. Alors, donc, j'ai pas envie de le couper maintenant. Je regarde simplement. Ah oui, il y en a un qui a été offert à Robert Marteau. Je vous ai déjà dit tout le bien que je pensais de la poésie de Robert Marteau. Et quand je pense à Robert Marteau, qui a vécu 10 ans au Québec et qui venait du Poitou et qui est retourné à Paris, qui est retourné avec sa femme québécoise, dont il s'était pris, je pense même qu'il avait d'une certaine manière délaissé cette première femme qui avait des enfants. Et une fois à Paris, cette compagne québécoise a perdu pied, a perdu le nord. C'est dur, Paris, pour un Québécois. D'ailleurs, c'est ce que me conseillent les nouvelles d'Édouard de Michel Tremblay. C'est ce que me conseille l'ami Jacques. Je n'ai jamais lu Michel Tremblay. Par contre, j'ai assisté à quelques-unes de ses pièces et je le considère évidemment comme un très grand dramaturge. Alors, au bord du grand fleuve, vous voyez, je le lis comme ça, hein, sans le découper. À Robert Marteau. Le Carouge est un râleur, il nargue, rouscaille à l'envi, se voulant maître des battures, l'air, les phragmites, le grand fleuve. Il me dispute à grands cris le soleil, roulant son calme, sa vigueur. Le Carouge est un artaban dans le vaste ciel mauve. Alors, Rimouski, à Louise Derry, Québec, à Guy Cloutier. Et voilà. Est-ce qu'il est numéroté? Non, c'est un beau livre. Voilà. Acquisition d'hier. Oui, voilà, le Chalamov encore. Chalamov avec correspondance avec Boris Pasternak. Et celui-ci, qui va être l'objet d'une lecture très attentive, de Brian Stoke, Lire une ascèse, lecture ascétique et lecture esthétique dans la culture occidentale paru chez Millon. Un ouvrage universitaire, mais qui me semble très, très intéressant. Alors, je vais conclure en vous racontant quelque chose. Aujourd'hui, honnêtement, j'avais peu de choses à vous dire, et ce peu de choses-là, je tenais quand même à vous le dire. Je n'avais pas envie de manquer notre rendez-vous quotidien. Je n'avais vraiment pas envie, et je ne veux rien céder là-dessus. Voilà ce que la séquence obsidionale m'a enseigné l'année dernière, lors de cet épisode pandémique, qui nous semble assez surréel quand on y repense. Mais on a été plongé dans une autre affaire de plus grande envergure, selon moi. Vous savez de quoi il en retourne. Alors, il arrive donc que j'ai rien à vous dire, mais les gens qui franchissent le seuil de la porte de la librairie, eux, m'offrent quelque chose à vous dire. C'est le cas de cette dame. Elle ne m'a pas laissé son recueil de poésie parce qu'elle avait dans son sac son exemplaire de travail.
annoté avec un poème manuscrit qu'elle avait joint à l'exemplaire. Poème manuscrit qui ne figure pas dans ce recueil, qu'elle a auto-édité. Et ce poème-là était consacré à une amie qui venait de mourir. Alors elle m'a raconté qu'elle avait fait son lancement. Ça avait été un très beau lancement. Le livre est très beau d'ailleurs et il ressemble à la facture de certains livres de cette magnifique maison d'édition, Finitude, dans laquelle on retrouve entre autres Georges Perros dans cette maison d'édition-là, des inédits de Georges Perros. Je ne savais pas que Perros avait tant d'inédits. Ce poète de la Bretagne, cette fois-ci. Et elle me racontait qu'elle avait été, au cours de sa carrière, elle avait été prospecteur d'or, qu'elle avait été engagée dans des compagnies pour aller trouver de l'or dans le Grand Nord québécois. Alors, comment ça fonctionne? Comment on trouve, comment on cherche de l'or? Alors, il y a des régions du Québec au nord, comme l'Abitibi, qui est riche en métaux divers. Il n'y a pas que l'or qui suscite la convoitise. On a besoin de toutes sortes de métaux pour fabriquer toutes sortes de choses. Mais elle, sa spécialité, c'était l'or. Alors, on se choisit un clin, c'est-à-dire un espace. On le délimite avec des piquets, mais on doit s'engager auprès du gouvernement à investir dans la recherche, c'est-à-dire fouiller le sol. Et on a quelque chose comme 24 mois pour trouver quelque chose. Il faut investir des sous, il faut investir du temps, et évidemment, il faut avoir une expertise dans la recherche de l'or. Alors évidemment, je me suis mis à rêver non pas aux aventures de Jack London, mais plutôt à André Breton, qui cherchait l'or du temps. Qu'est-ce que ça veut dire, l'or, chercher l'or du temps? C'est ces moments d'atemporalité qui traversent une existence et qui la rendent plus riche, plus significative. Ces moments où tout à coup on a l'impression que le temps se gonfle, qu'il devient gonflé d'or, qu'il devient quelque chose qui nous traverse tout à la fois, qui nous apaise, qui nous réveille et qui nous endort à d'autres moments. L'or du temps, c'est la trame de nos vies. Et j'imaginais cette dame en train de délimiter son territoire. J'imaginais non pas sa frénésie, parce que dans ces régions très, très reculées au nord du Québec, eh bien, la frénésie, elle n'est pas là. N'imaginons pas le Klondike et la ruée. Hein? C'est drôle d'expression, la ruée. La ruade vers l'or. Non, c'est quelque chose de plus peinard, de plus austère sans doute, et de plus méticuleux, sans doute de plus contemplatif, étant donné que la frénésie ne l'accompagne pas. Alors j'imaginais cette dame, jeune femme, délimitant des territoires, creusant des trous, ouvrant des espaces, broyant, cassant de la roche avec des marteaux, des maillets, les divers appareils qui peuvent servir à creuser le sol. Et elle me disait parfois qu'il y a des filons. Il y a des filons qui sont prometteurs, mais qui, pour finir, se révèlent pauvres. Et il y a des filons, mais en fait, elle n'a jamais trouvé, en fait, voilà, c'est un peu ça le fond de l'histoire, c'est qu'elle n'a jamais trouvé, elle n'a jamais vraiment trouvé de l'or, au fond.
Elle n'a été qu'une sorte d'exploratrice qui n'a jamais, dont les recherches, dont les explorations n'ont jamais donné de résultats probants. Mais elle a fait ça pendant des décennies. Essayer de trouver quelque chose qui, au fond, n'existait pas. C'est pas le but de la poésie. Hein? La poésie, dès qu'on atteint la poésie, on a trouvé quelque chose. Et... Mais peut-être qu'il y avait beaucoup de poésie dans sa recherche. Peut-être le matin, le premier café, enfiler les vêtements pour affronter divers éléments. En tout cas, le printemps, l'été, l'automne. On n'imagine pas des recherches en hiver. Le premier café, mais comme elle avait pris l'habitude, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, de ne jamais rien trouver. Alors vous imaginez, vous faites un travail et au bout du compte, vous ne trouvez jamais rien. Mais votre travail consiste à ne jamais rien trouver. Mais peut-être que c'est ça aussi qu'au terme de quelques décennies de, de travail où on ne trouve jamais rien au bout du compte, eh bien on se retrouve avoir atteint un certain âge et on se fabrique un beau recueil de poésie, beau, avec des photos de ce territoire que je ne connais pas, l'Abitibi. Et que pour finir, ça nous fait un beau livre d'images d'une vie qui aura été consacrée à ne rien trouver. C'est peut-être ça aussi la vie, hein? On cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Tout est dans la recherche, au fond. On est des chercheurs d'art. Et peut-être qu'au terme de notre vie, nous aussi, on va revenir bredouille avec un petit recueil de poésie sous le bras et notre tamis qui n'aura trouvé que de la pierraille. À demain.